Alors, on commence. Nous avons parlé de l'analyse des problèmes. Et donc, dans l'analyse des problèmes, on a vu qu'il y avait plusieurs types de problèmes. Il faut savoir déjà dans quel type de problème on est. Et en général, il faut savoir d'abord, est-ce qu'on est dans un problème? Et vous vous rappelez, on avait parlé des causes et des effets. Et on a dit que quand il y a une cause qui déclenche un effet, par exemple une machine qui tombe en panne, c'est un effet, il y a sûrement une cause. Et pour cette cause-là, si elle est là, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc un problème, il y a entre cette cause et la cause et l'effet. Donc en fin de compte, le problème, on avait dit que c'était l'obstacle qui nous gênait, qui ne nous permettait pas d'avancer, donc, ou bien qui nous ralentissait, ou bien qui nous bloquait pour l'atteinte d'un objectif. C'est pour ça que la prise de décision, elle commence d'abord par, vous voyez bien dans la définition, lorsque nous avons un problème, on dit généralement que dois-je faire? On a déjà fait ça avant. On va passer brièvement dessus pour aller un peu plus loin. Donc, vous voyez que la première des choses pour prendre une décision, il faut savoir que dois-je faire. Et c'est ce qu'on dit en général. Mais dans la réalité, ce qu'on devrait plutôt dire, c'est que dois-je atteindre? C'est-à-dire quel est notre objectif? Si on n'a pas un objectif bien clair, il est difficile pour nous de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc la première des choses, c'est de savoir quel est notre objectif. Car en général, si vous résolvez un problème, c'est pour atteindre un objectif. Lorsque vous connaîtrez votre objectif, vous saurez quoi faire. Donc, si on prend la définition de la décision, donc il y a plusieurs types de définitions. Donc, je vous donne deux définitions globales, je dirais générales. Mais là, vous pourrez trouver, hein, en faisant une petite recherche, la décision, on peut la définir de plusieurs façons possibles, sauf que il y a certains points importants qui doivent exister si on parle de la décision. Donc, avant tout, la décision, c'est un comportement de l'homme qui opère des choix. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de décision à prendre, en général, c'est parce qu'on a plusieurs choix. Est-ce qu'on fait ceci ou cela? Est-ce qu'on prend la première option, la deuxième, la troisième? Donc, lorsqu'on parle de décision, on parle aussi automatiquement de choix. C'est-à-dire, je dois décider, est-ce que je fais ceci ou cela? Donc, c'est quand on opère des choix dans une situation d'information partielle. Ça veut dire que si je savais exactement ce qu'il fallait, ce qu'il faut faire, on n'appelle plus ceci une décision, on appelle ça une exécution. Ça veut dire si vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous n'allez pas décider de faire, c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez l'exécuter. Si on parle de décider, ça veut dire qu'on est dans une situation où on n'a pas toutes les informations complètes et donc on doit prendre une décision d'opter pour telle ou telle chose. Mais lorsqu'on est sûr, on n'appelle plus ça une décision, on appelle ça une exécution directe. Donc, la décision implique aussi un choix sur la base d'informations préalablement traitées. Donc, lorsque je veux prendre une décision, il s'agit aussi d'avoir eu déjà à l'avance des informations et ces informations qui sont bien traitées vont me permettre de dire je vais faire ceci ou cela. Donc, je ne vais pas prendre une décision comme ça à l'aveuglette. Je vais faire une étude pour prendre une décision. Ce qui veut dire que cela revient donc à sélectionner une action parmi un ensemble d'actions possibles, formulées sur la base d'hypothèses ou sur la base d'anticipation. Donc, c'est que, en général, j'ai plusieurs choix et je vais choisir un de ces choix-là qui me paraîtra le meilleur, le plus sûr, le plus convaincant, le plus utile, le plus performant. Donc, c'est là. Et ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, bien entendu, mais il faut faire cette étude. C'est-à-dire que euh, on peut avoir une deuxième euh, définition. La prise de décision a pour but de choisir un objectif et de sélectionner les moyens pour y parvenir selon les conditions présentes, c'est-à-dire
selon les obstacles, c'est-à-dire les problèmes, selon les obstacles et les opportunités qui se présentent à nous. Donc là, la décision serait d'étudier une situation, de voir ce qui est intéressant pour nous, ce qui est utile, ce qui va être un obstacle, ce qui va nous ralentir, et à partir de là, choisir des moyens, ces moyens-là qui vont me permettre d'atteindre, bien entendu, un objectif. Donc, d'autre part, une décision, on peut vous dire, c'est la réalisation, avant tout, c'est une intention de réaliser quelque chose. Et donc, elle commence par l'intention. Ensuite, elle passe par une stratégie de réalisation et pour arriver à la concrétisation d'un objectif. Donc, troisièmement, le processus de décision, c'est-à-dire comment on va prendre une décision. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour arriver à prendre une décision. Donc, les étapes, c'est-à-dire il y en a six étapes d'une manière générale qu'il faut bien définir. Et donc, là, sur la base de l'étude qui a été faite sur le problème, c'est-à-dire l'analyse du problème que nous avions vu avant dans la première partie de ce module. Donc, après avoir analysé les problèmes, ensuite, on va commencer à voir plus clairement comment on peut agir. Donc, dans ce cas-là, nous avons premièrement les alternatives ou options de solution. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème que vous voulez solutionner, vous allez d'abord euh, réaliser ou bien construire plusieurs options de solutions possibles, c'est-à-dire plusieurs variantes. Et lorsque vous mettrez ces variantes, et ces variantes-là, ce sont des actions qui sont sous le contrôle du décideur, sous forme d'un ensemble discret d'actions, c'est-à-dire par exemple, je décide d'augmenter la production, je décide de faire une formation, je décide d'augmenter ou de perfectionner la qualité des analyses, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle un ensemble discret d'actions. C'est des actions bien précises. Ou bien, ça peut être B, un ensemble de valeurs dimensionnelles. Ça veut dire est-ce que je veux augmenter le nombre de pièces à fabriquer, par exemple? Est-ce que je veux augmenter le nombre d'ouvriers? Est-ce que je veux ajouter un deuxième atelier? Et donc là, ce sont quelque chose de dimensionnel, c'est-à-dire que je peux mesurer, que je peux quantifier et à laquelle je donne une valeur bien précise. Donc, là, il va falloir savoir quelles sont les alternatives. Donc, que dois-je, sur quoi je dois travailler? Est-ce que sur des actions possibles ou est-ce que sur des quantités, par exemple, possibles de production ou bien d'autres choses? Ensuite, deuxième étape, c'est la nature des événements en cours. Ça veut dire ce sont les variables qui influencent la décision, mais qui sont plus ou moins sous le contrôle du décideur. Donc, quand on parle d'événements, événement, ça veut dire quelque chose qui se passe dans l'entreprise, dans l'atelier. Donc, le type d'événement qui est là, comment est-il? Est-ce que j'ai un problème de nature, comme je vous rappelle les problèmes? Est-ce que c'est un problème simple? Est-ce que c'est un problème complexe? Est-ce que comment prendre le problème et donc on appelle ça comment voir l'événement, le problème, ce qui se passe, les effets et tout ça. Donc par exemple, un problème d'augmentation de salaire peut susciter une réaction du personnel ou une réaction, je ne sais pas, du gouvernement, s'il y a quelque chose qui est lié à l'État. Et donc là, le problème est un peu complexe. Je vous l'ai dit avant, lorsque il y a intervention des personnes, il y a intervention de la vie de quelqu'un d'autre, etc., ça devient un peu compliqué. Et donc là, la nature de l'événement va définir comment je vais procéder pour construire mes décisions. Donc, le deuxième, c'est le résultat. Ça peut être la nature de l'événement en cours et ça peut être le résultat. Donc, il y a un résultat particulier pour chaque combinaison événement alternative. Ça veut dire que
lorsque je vais parler d'une option que je vais choisir, va falloir que je fasse un petit peu le bilan événement alternatif. Ça veut dire euh, comment je vais procéder, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, si vous voulez. Je dois faire une évaluation et dans ce cas-là, l'évaluation va me permettre de savoir la gravité de l'événement, la complexité de l'événement avec le type d'alternative que je vais donner. Est-ce qu'il y a une pertinence? Est-ce que ça s'accorde? Est-ce que ça va me donner un bon résultat, etc. C'est-à-dire que le résultat peut être exprimé sous forme quantitative, c'est-à-dire le coût, le profit, le volume de production, ou bien sous forme qualitative. Donc, c'est la description d'une situation. Est-ce que en mettant un résultat ou bien une solution, une option de solution en réalisation, en exécution, est-ce que ceci me donne une meilleure situation? Est-ce qu'ils sont plus satisfaits? Plus satisfaits, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de quantitatif, mais c'est une situation. Ils sont plus calmes, ils sont plus performants, ils sont plus motivés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme qualitative. Donc, ce sont les trois euh, points que l'on peut voir dessus. Et donc, maintenant, les étapes de décision. Ici, ce qu'on avait vu, c'était le processus de décision. Donc, il faut prendre en considération les alternatives ou options de solution, comment sont-elles, la nature de l'événement et le résultat en termes de variables qui sera une combinaison entre l'événement et l'alternative. Maintenant, les étapes. Les étapes, il y en a 6. Les étapes. Il y a premièrement l'exploration de la nature du problème. C'est ce qu'on avait fait avant. Donc, c'est la reconnaissance du problème. La reconnaissance, elle est fonction des capacités du décideur à le percevoir, c'est-à-dire en comparant ce qui se réalise effectivement avec ce qui devrait se réaliser. C'est ce qu'on avait vu avant. Et donc, vous voyez bien que déjà l'analyse de problème, si elle n'a pas été faite comme il faut, de façon détaillée, je risque pas de trouver, ça va être difficile de trouver des bonnes solutions, celles qui me donneront le maximum de résultats, le maximum de bénéfices, le maximum d'utilité. D'accord? Donc là, c'est la première phase. C'est ce qu'on avait vu avant. Maintenant, la phase 2, c'est la recherche d'alternatives. Euh, je m'arrête un petit peu avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions sur le processus ou bien la définition? Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller plus loin? Non, monsieur. C'est bon, c'est clair. Oui, c'est clair. Ah, d'accord. Alors, je continue. Dans les étapes de la décision, après avoir fait l'exploration de la nature du problème, on a la phase 2 qui est la recherche d'alternatives. Donc, c'est là où je commence à entrer dans le solutionnement. Quelles sont les alternatives possibles? Quand je parle d'alternatives, ça veut dire les options de solution. Mais yushbih hal. Je vais trouver un certain nombre. Donc, il ne s'agit pas de dire, voilà, je vais faire ça. Il faut trouver au moins trois alternatives. Par exemple, dans le système de management au Japon, ils utilisent au moins, on vous dira, pour prendre une décision, il faut trouver au moins 8 alternatives. Ça veut dire vous devez trouver un plan A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, 8 alternatives, 8 plans de solutions avant de les classer. Ça veut dire les alternatives envisagées doivent être contenues dans les limites imposées par les moyens humains et matériels, bien sûr. Quand vous donnez une option de solution, elle doit être réalisable. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez les moyens de le faire. Maintenant, je vais demander une solution où je ne peux pas le faire. Par exemple, je n'ai pas les moyens humains, ou bien je n'ai pas les moyens matériels, ou bien je n'ai pas le temps. Donc,
Il faut que j'ai les moyens, les personnes adéquates, avec le matériel qu'il faut et avoir le temps pour réaliser cette option. Donc, elle doit prévoir un grand nombre d'alternatives possibles afin de ne pas tomber dans l'erreur d'une estimation ou de vie inappropriée. C'est-à-dire, par la suite, se fera une sélection de solutions selon les critères et méthodes établis. Ça veut dire que si vous trouvez d'abord, lorsque vous trouvez une option, ça ne veut pas dire, ça n'a aucun sens parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé, que vous allez prendre une décision. Quand on a une option, on ne prend pas de décision. Décision, c'est par rapport à des choix. Et quand on a une seule option, on n'a pas le choix. C'est la seule que je peux faire. On appelle ça une exécution. Mais si vous ne savez pas si elle est sûre ou pas, là, vous êtes vraiment dans un grand problème. Parce que si ça ne réussit pas, vous n'avez pas d'autre option pour changer. C'est pour ça que il est à éviter de dire, voilà, j'ai une solution et vous allez l'appliquer directement. Il faut au moins avoir trois solutions possibles, trois options, trois alternatives possibles, afin que si la première ne marche pas, vous avez au moins deux autres alternatives qui vous permettent d'essayer autre chose. Mais à aucun moment, on ne prend la décision sur la base d'une seule alternative. Ça, c'est vraiment mais c'est très dangereux. Ça peut vous mener à la perte. Donc, quand vous avez fait la recherche d'alternatives, donc vous avez décidé, ou vous avez défini plutôt, une première alternative, une deuxième et au moins une troisième. À partir de là, ou plus, hein, regardez, plus vous avez des alternatives, mieux c'est. Donc, ne prenez pas des décisions comme ça. Lorsque vous deviendrez des responsables, et vous le deviendrez, on va vous proposer des choses. À aucun moment ne dites allez-y, on va le faire. Quand vous avez une première alternative, demandez est-ce qu'il y en a une autre? Demandez à vos collaborateurs, à votre équipe, donnez-moi au moins trois alternatives pour un problème. Ne me donnez pas une seule alternative. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Donc, troisièmement, la phase 3, vous avez la comparaison des alternatives. Donc là, il s'agit de comparer les alternatives, les avantages et les inconvénients de chaque alternative. Donc, vous devez faire un bilan, une évaluation. Quels sont les avantages que je vais tirer de cette alternative? Quels sont les inconvénients? Il n'y a pas une solution qui est absolue. Les avantages, mettez-vous bien dans la tête que en général, chaque alternative, elle aura un désavantage et elle aura des inconvénients. C'est-à-dire à vous d'estimer, d'évaluer quelle est si vous voulez, la quantité d'avantages que vous avez et quelle est, ou bien l'importance des avantages que vous avez et l'importance des inconvénients. Il faut que vous fassiez une évaluation et que vous fassiez un petit bilan pour savoir est-ce que c'est très intéressant, c'est très utile ou pas pour chaque alternative. Quand vous aurez terminé ça, et vous devez le faire au moins pour trois alternatives, comme on l'a dit, vous allez passer au choix. Donc, le choix de l'alternative, c'est laquelle? C'est celle qui vous donne le maximum d'avantages avec le minimum d'inconvénients. Et donc, c'est une étape importante pour le décideur, c'est-à-dire l'opération d'évaluation des avantages et inconvénients des alternatives est une opération relative. Ça veut dire ce qui est considéré comme avantage pour les uns pourrait être considéré comme inconvénient pour les autres. Hein. Donc, il faut voir ce qui est un avantage pour la situation en cours. Hein. Euh, et donc, il faut bien savoir pour vous, dans votre situation, quels sont les avantages. Et donc, ça veut dire, en général, le choix est établi sur les critères liés au rendement et au profit. En général, lorsque j'ai un problème, c'est que sûrement la production va s'arrêter, ou bien la qualité va diminuer, ou bien j'ai une rupture de stock, ça veut dire que je n'ai pas
je manque de matières premières, ou bien. Donc, elle sera, en général, le choix sera établi sur la base du rendement. Qu'est-ce qui va toucher le rendement et qu'est-ce qui va toucher le profit? Ça veut dire l'argent que je gagne. Ce sont bien entendu des deux paramètres très importants. Mais on peut toujours, selon la situation, ajouter un troisième et un quatrième paramètre. Et donc, vous avez fait le choix, vous avez classé vos alternatives. Maintenant, vous allez choisir la meilleure. Et là, on passe à la phase 5, qui est la phase d'exécution de la décision. Là, l'exécution de la décision, c'est, donc, on arrive ici à la prise de décision. C'est là où vous allez prendre une décision, à exécuter telle ou telle chose. Ça veut dire que vous voyez que pour parler de prise de décision, il y a plusieurs étapes. La décision, c'est pas de dire, bon, on va faire ça. Et là, on s'arrête. Non. Il s'agit de savoir avant ce qu'il y a à faire, de savoir pendant ce qu'il faut faire, et ensuite de savoir après ce qu'il faut faire. Donc, la prise de décision pour l'exécution de la décision doit être exécutée par le personnel concerné et ensuite contrôlée pour s'assurer du bien fondé de la décision. Ça veut dire le manager doit montrer de façon extrêmement claire le travail à faire par chacun. Et là, ce qui est important, c'est que lorsque je dis on va faire ceci, il faut exactement choisir les personnes qui vont exécuter quand. C'est la formule qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi. Je pense que vous avez fait ça dans un module de qualité, peut-être avec M. Charriette, si je ne me trompe pas. Donc là, il faut que je réponde à toutes ces questions. Qui va exécuter? Comment va-t-il l'exécuter? Où va-t-il l'exécuter? Quand va-t-il l'exécuter? Pourquoi va-t-il l'exécuter? Et aussi, on peut ajouter, et avec qui va-t-il l'exécuter? Donc, c'est tout cela qui va vous permettre de savoir comment faire l'exécution. L'exécution, c'est pas une affaire on a décidé de faire, alors je dirai, là, là. Il y a toute une procédure pour exécuter une décision. La phase 6, c'est le suivi et le contrôle de la décision. Donc, au moment où vous avez exécuté, ne croyez pas que c'est fini. On a exécuté, c'est fini. Non, on doit aussi suivre. Est-ce que l'exécution a été faite dans les normes? Est-ce que tout a été fait comme il faut? Donc, il y a un suivi d'abord de l'exécution et ensuite il y a un contrôle de l'exécution. Donc, je dois suivre pendant que l'exécution de la décision est en train d'être faite et ensuite contrôler ce qui a été fait, ça veut dire le résultat obtenu. Donc, il se peut que la décision comporte certaines insuffisances. Tout va dépendre de nature juridique, financière ou technique et qui ne peuvent apparaître qu'au moment de l'exécution, ce qui exige certaines révisions, corrections ou changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez exécuter, il faut comprendre que au moment où j'exécute, peut-être bien que il y a certains facteurs, certains paramètres qui risquent d'évoluer dans le temps. Ça veut dire au moment où j'ai pris la décision d'exécuter telle ou telle option alternative, il se pourrait que en ce moment-là, eh ben, certains paramètres ont changé. Peut-être que j'ai décidé dans l'exécution, je dois acheter telle ou telle matière première de tel ou tel fournisseur. Eh ben, entre-temps, le temps que je prenne la décision, j'ai prévu de l'acheter avec un certain prix, eh ben, les prix ont augmenté. Et donc, au moment où je vais acheter, je vais trouver que les prix que j'ai prévus ne sont pas les mêmes. Et donc, je dois augmenter, ce qui fait que j'ai une dépense financière qui n'était pas prévue.
peut-être que voilà un paramètre qui peut arriver. Donc, ça veut dire que d'une manière générale, on, on a peut-être certaines choses qui peuvent changer en cours de route et on n'a pas eu l'occasion ou le temps de savoir. Et donc, elles vont changer en cours d'exécution. Et c'est pour cela qu'il y a un suivi. Parce que pendant le suivi, je peux faire des corrections de l'exécution de la décision. Ensuite, lorsque cette décision est finie, je vais contrôler est-ce que j'ai atteint l'objectif que j'ai décidé euh, d'atteindre ou bien je ne l'ai pas atteint. Voilà pour les 6 phases. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions pour les phases, les étapes de la décision? Est-ce qu'il y a Non, des questions? C'est bon? Alors, monsieur, c'est clair. on continue. Donc, à la fin, lorsqu'on a fait tout cela, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui influencent la prise de décision. Parmi ces facteurs-là, il y a des facteurs qui vont peut-être changer d'exécution et il faut avoir une idée de ce qui se passe exactement. Parmi ces facteurs, nous avons l'environnement externe. L'environnement externe, eh bien, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs, vous avez les lois, vous avez la société elle-même, vous avez l'habitude euh, de vendre, vous avez fait des prévisions pour, c'est-à-dire produire un certain taux de votre produit. Et ensuite, hop, les clients qui avaient l'habitude d'acheter une certaine quantité, cette fois-ci, vous avez fait des prévisions et vous allez vendre. Et bien, ces clients n'achètent plus autant que vous aviez prévu. Et donc, il y a une variation, il y a quelque chose qui s'est produit dans l'environnement. Bien sûr, par exemple, ce qui s'est passé au Covid. Les gens ont produit certains produits, ensuite, et ensuite, hop, certaines entreprises ont bénéficié de cette situation. Par exemple, ceux qui faisaient les bavettes, ben, ils avaient prévu au début de faire un certain nombre. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ensuite, hop, c'est fermé. Ensuite, il y a des bavettes. Donc, les cannibales, ils produisaient 10 000 bavettes par, ou 1 000 bavettes par jour, et il doit produire 10 000 bavettes par jour. Et là, vous voyez, il y a un facteur qui influence la décision. Donc, ce qu'il avait l'intention de faire, il va changer. Il y a aussi, par exemple, l'environnement interne. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise. On parle de la compétence, par exemple, de vos ouvriers. Vous avez pris une décision d'augmenter, d'innover, de trouver un nouveau produit, de lancer un nouveau produit, par exemple. Et là, vous voulez produire, et il faut avoir les moyens, il faut avoir les compétences. Vous êtes en train de produire et à un certain moment, il y a un problème social à l'intérieur de votre entreprise, des ouvriers qui demandent un salaire plus important et donc ils vont s'arrêter, vous avez un problème, il y a une grève. Tout ça, c'est l'environnement interne. Et donc, il y a aussi la personnalité du dirigeant. Là, c'est très important. On avait parlé un petit peu de la personnalité le premier semestre. Donc, un dirigeant, il doit, quand je parle de personnalité d'un dirigeant, c'est aussi, est-ce que on peut avoir un dirigeant qui est adapté à une situation et qui sait la gérer, et il peut ne pas être adapté à une autre situation. Ça veut dire la personnalité, il faut toujours choisir.
Il faut toujours que le dirigeant sache s'adapter à une situation donnée afin de mieux interagir avec elle. Et là, donc, choisir un dirigeant, c'est avant tout décider de quel type de personnalité est adéquate et en accord et capable de gérer telle ou telle situation ou de gérer telle ou telle structure ou atelier, ou bien usine, tout ce que vous voulez, gestion d'un département, etc. Donc, il faut qu'il ait les capacités et les qualités. Et c'est ce que nous avions parlé avant sur le dirigeant, comment il est, sur, si vous vous rappelez, la grille de Black et Mouton, et donc les types ou les styles de management et de gestion qui permettent de définir quel type de dirigeant on a besoin. Et on parle aussi de conditions de prise de décision. Dans les conditions de prise de décision, il y a un certain nombre de variables ou de facteurs. Donc, premièrement, il y a des conditions qui sont simples et stables. Ça veut dire qu'il n'y a pas, l'environnement, il est assez stable, il n'y a pas de variation externe, il n'y a pas de problème interne. Donc, nous sommes dans une situation simple et stable. Ça veut dire que la prise de décision, on est dans ce qu'on appelle une situation de certitude. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas certaines choses qui peuvent se passer. Et là, c'est bon, je peux prendre mes décisions tout en sachant que ma décision, il n'y a pas un facteur qui va évoluer ou bien qui va changer au cours de l'exécution de ma décision. Là, c'est ce qu'on appelle une situation de certitude. Je vais exécuter, je sais exactement les paramètres et les conditions dans lesquelles je travaille. On peut être dans une situation stable, il n'y a pas de problème externe, interne, mais complexe. Donc, je dirais que elle est complexe à cause de la situation elle-même, elle est complexe. Il y a plusieurs variables à traiter. Le problème que je traite, il est complexe. Et donc, il y a du flou, des problèmes flous, des problèmes qui paraissent simples et qui ne le sont pas. D'accord? C'est ce qu'on avait vu. Donc, la situation peut être stable, mais l'événement lui-même, qui contient le problème, il est complexe. Et dans ce cas, on est dans une situation de risque. Bon, je vais prendre une décision, mais il y a des risques. Je dois calculer les risques. Il y a des situations ou des conditions simples mais variables. Donc, bien qu'elles sont simples, mais elles varient. Donc, on est entre le risque et l'incertitude. Ça veut dire, il y a un son simple, par exemple, il y a les prix, on nous dit que la matière première va, ouais, elle peut augmenter, elle peut ne pas augmenter. Je peux acheter chez l'un ou chez l'autre. La qualité est meilleure ou moins meilleure. Donc, ce sont des variables que je peux comprendre assez facilement. Donc, la situation n'est pas compliquée, mais elle est variable. Je risque de ça peut être un peu plus. Donc, je suis entre prendre le risque de faire ou de ne pas faire. Donc, je suis entre le risque et l'incertitude. Et bien que c'est quelque chose de pas complexe à comprendre, mais si je ne prends pas la décision au bon moment, je risque de payer un petit peu plus cher, par exemple. Et il y a des conditions où nous sommes dans des conditions variables et complexes. Et c'est là où ça devient vraiment, la situation est critique et c'est là où la décision devient très importante et elle peut coûter cher. C'est pour ça que dans ce cas-là, l'étude doit se faire d'une façon vraiment très précise, très détaillée. Il faut avoir ce qu'on appelle des processus, des protocoles de prise de décision qui comme on les a vus dans le cadre des quatre paramètres importance, fréquence, urgence et irréversibilité des conséquences qu'on a vu à la fin de l'analyse des problèmes. Ça, c'est une procédure de comment faire pour
réaliser et exécuter une décision. Il y a aussi l'importance de la décision. Est-ce qu'elle est une décision stratégique, tactique? Est-ce que c'est une décision opérationnelle? Donc, quel est l'effet de la décision sur l'effet de la décision sur, je dirais, euh, des conséquences sur l'entreprise. Et il y a le temps, bien entendu. Est-ce que j'ai le temps? Je n'ai pas le temps. Est-ce que je dois le faire? Je dois utiliser ce temps-là de façon vraiment très importante et très précise. Voilà pour cela. Donc, le temps est fini. On n'aura pas le temps de prendre des questions. S'il y a des questions, vous les mettez. On va y répondre. Voilà, avec ça, on aura terminé cette partie et il nous reste une deuxième partie que nous allons faire à la rentrée, Inch'Allah. Alors, sahab talkom, merci d'avoir assisté et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام. Euh, صح وعليكم مسيو. السلام. Allah ميرسي. يسلمك. عفوا. Sahab talkom.